Et on se retrouve un petit peu plus tard, Dominique, pour regarder l'évolution de cette circulation, surtout la circulation. Surtout. Merci, merci tantôt. Oui, à tantôt. Et pour tout de suite, mesdames, messieurs, parlons, parce que dans un instant, on va avoir notre professeur avec nous, professeur Frédéric Dufour, qui est professeur au département de sociologie de l'UQAM, n'est-ce pas? Ah ben, mais il est déjà là. Ah ben, on y va tout de suite. Bien, monsieur Pierre. Comment ça va, monsieur Dufour? Ça va bien. Je me guéris d'une grippe, là. Ça va bien. Ah ben, c'est ça, c'est ça. C'est une grippe, c'est pas la COVID, c'est déjà ça. Comment on Exactement. distingue, professeur, je vous pose la question à 100 000 $. Comment on distingue une grippe de la COVID? Écoutez, je pense que ça dépend de l'âge, ça dépend de si vous êtes fait vacciner. Mais en ce moment, il y a les allergies, il y a la COVID, il y a la grippe. C'est difficile de savoir. C'est Ouais. difficile de savoir, hein? Faut vraiment faire le test. C'est le seul moyen de savoir Ouais, ce qu'on a. ouais. Mais c'est fou parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de grippe. On a l'impression, dès que quelqu'un tousse, là, ben, attention, fais attention, on se repousse, n'est-ce pas? Hi! Absolument. Et on a Hmm. peur de serrer les mains. Non, 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 absolument pas. Alors, professeur, hier soir, vous avez vécu comme moi cette soirée particulière. J'ai fait cette émission spéciale à la radio et puis à peine une trentaine de minutes, à peine on commençait à essayer de regarder les résultats, on s'installait et les grands médias m'ont pris de court la première fois, je vous le dis, hein. Parce qu'en général, c'est moi qui annonce la tendance, mais à mon niveau, vous comprenez? Mais ils m'ont surpris, ils ont annoncé là, à peine une trentaine de minutes plus tard, que si la tendance se maintenait, la CAQ allait. Bon, c'est vrai que c'était une nouvelle, oui, mais pas tellement nouvelle que ça, parce que nous le savions déjà, pas vrai? Oui, oui, on savait que ça allait être majoritaire, hein. Il n'y avait pas tellement de suspense. Si vous vouliez regarder un bon film de suspense, c'était pas hier soir que ça se passait. Alors, le suspense, c'était vraiment pour la deuxième place. Et qu'est-ce qui allait arriver ensuite, hein, dans ces quatre autres parties qui sont compétitifs et qui sont vraiment arrivés au coude à coude, hein. Ouais, ouais. Ça, cette partie-là, disons que les sondages l'avaient plutôt prédit, mais toujours en négligeant le Parti libéral comme le parti qui serait bon dernier de la course. C'est à se demander, est-ce que c'est la chef qui a été négligée ou le parti qui a été négligé? Je pense que le parti est un peu mal parti au début, hein. Mais à un moment, on a senti que Dominique prenait les choses en main et elle a vraiment fait un bon travail en fin de course. Mais il y a des erreurs pour lesquelles on ne peut pas la blâmer, elle. Par exemple, le déficit dans le budget que le parti avait prévu, on peut difficilement blâmer Mme Anglade pour ça. Mais il y a aussi des transformations à Montréal, hein. Il y a vraiment des transformations sociodémographiques qui sont difficiles. Et je pense qu'il y a une certaine génération qui n'a pas encore oublié les mandats Charest et les mandats Couillard. Et Mhm. Mme Anglade a vraiment essayé de faire oublier ça. Et c'est malheureux parce que c'est sur elle que ça retombe encore, mais je pense que c'est quelqu'un qui aurait pu faire un bien meilleur résultat dans un autre contexte. Est-ce que ça a surpris? Moi, je pense qu'on devrait essayer de résoudre ce moment charnière qui va décider de l'issue de cette élection, qui va faire en sorte que Dominique Anglade, en tout cas le Parti libéral, ne sera pas bon dernier, mais au contraire va former l'opposition officielle. Est-ce que c'est pas le moment où le parti au pouvoir, mais le parti, enfin,
qui est pressenti pour recommencer au pouvoir avec un gouvernement majoritaire, va faire des déclarations par rapport aux immigrants dans la région métropolitaine de Montréal en disant clairement, nous ne voulons plus flirter avec la possibilité de prendre tous les comtés du Parti libéral. Nous regardons davantage du côté des régions. Est-ce que c'est pas à ce moment-là que les dés ont été jetés et faisant du Parti libéral, enfin, le parti qui pouvait recueillir tous ces immigrants-là, ces Canadiens d'origine ou Québécois d'origine immigrante? Il y a beaucoup de questions là, dans ce que vous me dites, là. Je pense que quand Legault a fait ces déclarations-là et quand Boulet fait ces déclarations-là, c'était beaucoup pour lorsqu'il était en compétition avec le Parti québécois et avec le Parti conservateur. Hein. C'est pour gagner et s'assurer de gagner ces comtés-là. À Montréal, je pense qu'on a toujours un peu sous-estimé depuis le début le vote pour les libéraux. Peut-être que les électeurs, il y a des gens qui sont gênés de dire qu'ils vont voter pour les libéraux, mais c'est une clientèle qui reste très fidèle à ce parti-là, à Montréal. C'est en banlieue que c'est beaucoup plus volatile. Mais remarquez, à cette élection-ci, il y a beaucoup de nouveaux arrivants aussi qui sont allés vers Québec solidaire. Hein? Mm-hmm. Je ne sais pas si vous voyez qu'on en parle un peu. Oui, et Québec solidaire effectivement a tiré son épingle du jeu, c'est-à-dire que c'est une tendance. Québec solidaire est à son troisième élection comme parti, quatrième élection comme parti, et ça ne cesse de monter, mais d'un autre côté, on peut dire qu'on a monté Gabriel Nadeau-Dubois en épingle au point où Gabriel Nadeau-Dubois a fait le discours du chef de l'opposition hier soir. Oui, c'est pas la première fois que Québec solidaire se prend pour l'opposition officielle. Hein? On avait déjà entendu ça à d'autres moments, que des discours très triomphalistes là, de Québec solidaire. Mais effectivement, ils s'étendent. Hein? Ils s'étendent. Au début, on faisait des blagues avec Québec solidaire. On disait que c'était le parti de la ligne orange. Mais maintenant, ils ont leurs assises dans Hochelaga Maisonneuve. Ils sont sortis. Les chiffres dans Hochelaga Maisonneuve sont très forts. Hein? Ils sont à 50%. Mm-hmm. Verdun, ça a été très serré, mais ils sont parvenus à passer. On a M. Boisy dans dans Maurice Richard, qui a été beaucoup plus compétitif qu'on l'avait prévu. Et dans Vio, la candidate de Québec solidaire est arrivée en deuxième place, mais à 30%. Ça, c'est très, très fort. Hein? Madame, c'est Renée Chantal Bellinga qui est arrivée avec 30%. C'est, pour Québec solidaire dans Vio, c'est très, très fort aussi. Donc, il y a vraiment cette tendance là, qu'il y a une partie de Montréal qui se sent de plus en plus à l'aise à voter pour Québec solidaire. Dans Laurier, M. Fontessia a eu presque 50%. C'est très, très fort aussi. Et donc, la démographie se transforme et on voit que de plus en plus Montréal va être divisé, je crois, entre le Parti libéral, Québec solidaire, et que ça va être un îlot. Mais Québec solidaire a quand même une historique et qu'on a tendance à oublier que quand même c'est un parti souverainiste, sauf que de souveraineté, on n'en parle pas. Et je me dis, étant donné le retour de cette option de manière officielle et fulgurante au sein du Parti québécois, ça risque de faire la compétition à Québec solidaire. Parce que de temps en temps, quand on peut prendre des souverainistes indépendantistes leur vote, à tout le moins, on le prend, mais on n'en parle pas trop à Québec solidaire. Je pense que il risque d'y avoir... sinon une friction, mais du moins une bonne bataille entre deux partis, parce que pendant tellement longtemps, on a pensé les fusionner. Hein?
Ouais, je pense que vous avez tout à fait raison. Ça, c'est vraiment une grosse différence entre le Parti québécois et Québec solidaire. C'est que les gens qui votent pour le Parti québécois sont nécessairement souverainistes. Alors que les gens qui votent pour Québec solidaire, c'est beaucoup moins clair. Hein? On sait que le parti, lui, se dit très souverainiste, mais jusqu'ici, il y a beaucoup de fédéralistes qui ont voté quand même pour Québec solidaire. Mais s'il devait y avoir un rapprochement entre ces deux partis-là après l'élection, ça, c'est sûr que c'est un éléphant dans la pièce, là. C'est quelque chose qui va devenir un problème à un certain moment, là. Ça, vous avez tout à fait raison. Surtout que vous avez quand même un leader qui s'est révélé là. Moi-même, dès que je l'ai vu, je dis ce jeune-là va aller loin avec Paul Saint-Pierre Plamondon, alors que dans la presse, on riait littéralement de Paul Saint-Pierre Plamondon qui ne payait pas de mine. Et moi, je l'ai reçu ici, très sympathique, et il comprend la dynamique de Montréal, la dynamique ethnique de Montréal. C'est dans le sens de la souveraineté qu'il faut courtiser ces gens-là. Bon, il n'a pas soutenu enfin la cause des migrants, mais il a tenu à rappeler quand même à François Legault et à la CAQ qu'on ne parle pas comme ça de ces nouveaux Québécois, tels que moi, professeur. Oui, absolument. Moi aussi, je trouve que M. Plamondon a été très rassembleur sur ces enjeux-là. À chaque fois que la CAQ a essayé de souffler sur les braises un peu, M. Plamondon a essayé de calmer le jeu, comme M. Nadeau-Dubois, ils ont essayé de calmer le jeu et dire non, 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 on ne va pas dans cette direction-là, même si, sur papier, le Parti québécois est celui qui veut accepter le moins d'immigrants. Mm-hmm. Hein? Oui, absolument, mais c'est pour une question de langue purement et on peut comprendre jusqu'à un certain point, tandis que c'est un petit peu nébuleux dans le cas de la CAQ. Dernière question, professeur. Est-ce une bonne chose? C'est la première fois qu'on a concouru avec 5, on pourrait dire, entre guillemets, grands partis. Est-ce que c'est bien pour la santé démocratique du Québec? Écoutez, c'est important qu'il y ait le plus d'options possibles de représenter dans le spectre politique. On espérerait qu'un nombre de partis élevé comme ça fasse sortir le plus de votes possible. L'inconvénient, c'est évidemment que l'opposition est très, très, très divisée, ce qui aide le parti au pouvoir à rester au pouvoir. Hein. Mm-hmm. C'est ce qu'on voit, là. Mais en même temps, donc, pour moi, tant qu'il va y avoir cette division-là, ça va être très difficile d'avoir une alternative politique. D'une alternative politique qui peut prendre le pouvoir. Oui, à moins que la CAQ ait de plus en plus de gens boulets, comme des boulets pour se pendre, n'est-ce pas, ou se jeter dans la mer. Mais que voulez-vous, c'est le jeu démocratique aussi, n'est-ce pas? Oui, absolument. Professeur, oui. Une des choses qui m'a frappé dans tout le débat sur l'immigration, c'est qu'on sait qu'en ce moment, autant au fédéral qu'au provincial, les Africains noirs francophones ont énormément de misère à rentrer au Canada. Oui. Et ça, c'est vrai pour les étudiants, ça c'est vraiment un scandale, hein, parce que autant pour le réseau des cégeps, c'est extrêmement important que ces gens-là puissent rentrer. Pour le réseau des universités, c'est extrêmement important que ces gens-là puissent rentrer. C'est des gens qui parlent français, c'est des gens qui sont extrêmement enthousiastes à l'idée de venir au Canada. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi les partis politiques n'en ont pas plus parlé de ça? Mais surtout le parti au pouvoir. Et premier exemple, en 2018, lorsque François Legault a été élu pour la première fois, il a besoin de plus d'immigrants
au Québec. Il s'est dirigé vers la France, là où il a rencontré Daniel Laferrière, l'immortel, mais il a oublié l'apport de ces Haïtiens-là à l'effort, enfin, même à la Révolution tranquille, n'est-ce pas? Et puis, il a continué, et puis plus tard, il va dire que les Haïtiens ne sont pas francophones et tout ça, là. C'est à se demander, est-ce que l'immigration n'a pas une couleur, professeur? Ben, en tout cas, l'immigration noire francophone en ce moment a de la misère à rentrer au Canada. Ça, c'est un constat. Et ça, c'est quelque chose que les nationalistes québécois devraient dénoncer. Ceux qui se soucient de la survie de la langue française doivent tous dénoncer ça. Absolument. Professeur Frédéric Guillaume Dufour, professeur au département de sociologie de l'UQAM, je viendrai vous voir, professeur, parce que j'étais tellement vexé, pas seulement moi, tous les immigrants. Je suis québécois depuis 1980, imaginez. J'ai toujours travaillé, je n'arrête pas de travailler. J'ai fondé une station de radio qui aurait pu être ethnique et qui aurait pu parler créole, je ne sais pas quelle langue. J'ai décidé que ça serait une station de radio ethnique mais de langue française. C'est beaucoup d'efforts et je veux même proposer cette radio à tous les ethnies du Québec, n'est-ce pas, pour pouvoir parler la langue de Molière, la langue de ces Québécois et Félix et les autres, n'est-ce pas? Je suis très redevable à la communauté haïtienne parce que en 1983, je me suis fait sauver la vie par un cardiologue de l'hôpital Sainte-Justine qui était M. Fouron. Voilà. Et qui était un Haïtien. Et M. François Legault dit que les infirmières haïtiennes ne sont pas des francophones. Alors, nous allons lancer dans les prochains jours, parce qu'on sait que M. François Legault ne le fera pas, on vous consultera certainement, des états généraux sur l'immigration. Excellent. Des états généraux sur l'immigration pour savoir, mais d'où vient cette immigration-là et quel a été l'apport, si apport il y a eu, de cette immigration à la société québécoise. On veut le savoir. On veut le savoir. Excellente initiative. Merci beaucoup, professeur, et on viendra vous consulter certainement, professeur. Merci beaucoup d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Ça fait plaisir, M. Pierre. Au revoir. Au revoir. Voilà, il est 16h35. On va tout de suite à la circulation de la météo. Non, que dis-je? À la pause commerciale de la demi de l'heure, parce qu'il ne faut pas faire attendre notre élu de Viau, mesdames, messieurs, élu libéral de Viau, Franz Benjamin.